Le 1er avril 1945, 23h47. Le soldat de première classe Robert Chun était accroupi dans un trou d'homme sur le périmètre sud de la crête de Kakazu, fixant une obscurité si complète qu'il ne pouvait voir sa propre main à 15 cm de son visage. La carabine M3 posée sur ses genoux pesait 12 kg et 700 grammes. La carabine standard M2 distribuée à tous les autres hommes de la 96e division d'infanterie pesait 2 kg et 300 grammes. La carabine de Chun avait une lunette de la taille d'un petit télescope fixé au récepteur. Un câble reliait la lunette à un bloc de batterie sanglé dans son dos. La batterie pesait 6 kg. Elle contenait des cellules à l'acide de plomb identiques à celles utilisées dans les moteurs d'automobile. Les autres hommes de son peloton appelaient cette arme une batterie de voiture avec une gâchette. Certains l'appelaient de la science-fiction. Certains l'appelaient une perte de temps. Au cours des 72 dernières heures, les infiltrateurs japonais avaient tué 23 Américains sur cette crête lors d'attaques nocturnes. Les défenseurs avaient tiré des milliers de cartouches dans l'obscurité. Ils avaient tué 7 soldats japonais. Chun avait reçu la carabine M3 4 jours plus tôt. Il l'avait tirée exactement 0 fois au combat. Il ne savait pas si le système fonctionnerait. Il ne savait pas si la batterie tiendrait la charge dans l'humidité tropicale. Il ne savait pas s'il survivrait assez longtemps pour le découvrir. Ce que Chun savait, c'était ceci. 150 soldats de la 96e division d'infanterie avaient reçu le même système d'armes. Dans les 7 prochains jours, ces 150 hommes représenteraient 30% de toutes les pertes japonaises causées par les tirs de fusils et de carabines à Okinawa. Mais à 23h47, le 1er avril 1945, Chun ne savait rien de tout cela. Il savait seulement que les Japonais arrivaient et qu'il ne pouvait pas les voir. Les attaques nocturnes avaient commencé dès que la 96e division d'infanterie avait débarqué à Okinawa. Les défenseurs japonais comprenaient la puissance de feu américaine. Ils avaient appris la leçon à Guadalcanal, Tarawa, Peleliu, Iwo Jima. En plein jour, l'artillerie américaine et le soutien aérien détruisaient toute force qui tenait des positions fixes. Alors, les Japonais attaquaient à la nuit. Petits groupes, 10 à 50 hommes, se déplaçant dans l'obscurité vers les lignes américaines. Ils portaient des fusils, des grenades, parfois des charges explosives. Ils rampaient dans les hautes herbes, dans les fossés de drainage, entre les affleurements de corail. Ils se déplaçaient silencieusement. Quand ils atteignaient le périmètre américain, ils ouvraient le feu ou se faisaient exploser contre les trous d'hommes et les positions d'armes. La tactique était efficace parce que les défenseurs américains ne pouvaient en voir les attaquants qu'une fois qu'ils étaient à l'intérieur de la ligne défensive. Les fusées éclairantes aidaient, mais créaient leurs propres problèmes. Une fusée éclairante à parachute brûlait à 200 000 bougies. Elle éclairait un cercle d'environ 300 mètres de diamètre pendant 25 secondes. Mais elle détruisait aussi la vision nocturne de chaque soldat américain qui la regardait. Quand la fusée s'éteignait, les défenseurs étaient aveugles pendant 30 à 45 secondes, le temps que leurs yeux se réajustent. Les infiltrateurs japonais utilisaient ces 30 secondes pour réduire la distance ou changer de position. Les mitrailleurs tiraient aveuglément dans l'obscurité, arrosant de balles de calibre 30 les sons, les mouvements, le néant. La 96e division d'infanterie était à Okinawa depuis 72 heures. En ce temps, ils avaient perdu 34 hommes à cause de l'infiltration nocturne. Le personnel médical estimait que 60 autres hommes étaient inefficaces au combat à cause de l'épuisement et du stress du combat nocturne soutenu sans sommeil. La carabine M3 était censée changer cela. L'arme avait été développée en 1944 au laboratoire de recherche et développement des ingénieurs à Fort Belvoir, en Virginie. Le concept était simple, monter un projecteur infrarouge et une lunette sensible aux infrarouges sur un fusil. Le projecteur émettait une lumière infrarouge invisible. La lunette convertissait cette lumière infrarouge en une image verte, visible. Un soldat utilisant le système pouvait voir dans l'obscurité complète. L'ennemi ne pouvait voir la lumière infrarouge. Il ne pouvait voir le soldat. Il ne pouvait voir la lunette. Il savait seulement qu'on leur tirait dessus quand la balle arrivait. L'armée américaine avait fabriqué environ 1700 systèmes de carabines M3 pendant la guerre. Environ 150 avaient été envoyés à Okinawa fin mars 1945. La 96e division d'infanterie avait reçu la majorité de ces systèmes.
Les soldats sélectionnés pour les utiliser avaient terminé un programme d'entraînement de 3 semaines. L'entraînement couvrait le fonctionnement de base, l'entretien des batteries, l'estimation de distance à travers le champ de vision étroit et l'identification des cibles. Shun avait été qualifié sur le système dans un champ de tir près de la zone de rassemblement d'invasion. Il pouvait identifier des cibles de taille humaine à 64 mètres dans l'obscurité totale. Il pouvait toucher ces cibles avec 3 balles sur 5. Les instructeurs lui avaient dit que le système fonctionnerait au combat. Ils lui avaient dit que la batterie durerait 20 à 30 minutes d'utilisation continue. Ils lui avaient dit que la lunette était fragile et que le projecteur infrarouge était capricieux et que tout le système nécessitait une manipulation soigneuse. Puis il lui avait donné 5 batteries de rechange et l'avait envoyé en première ligne. À 23h51, Shun entendit du mouvement au sud-est de sa position, à 55 mètres, peut-être 64. Le son était faible, du tissu contre la végétation, une botte raclant le corail. Il ne pouvait rien voir. La lune était un fin croissant, moins de 10% illuminé, obscurci par les nuages. Shun activa le système M30. Il bascula un interrupteur sur le bloc de batterie. Le bloc bourdonna, une faible vibration contre sa colonne vertébrale. La batterie générait 4250 volts pour alimenter le projecteur infrarouge et le tube convertisseur d'images à l'intérieur de la lunette. Shun épaulait la carabine et regarda dans la lunette. Le champ de vision était étroit, environ 10 degrés. Il devait scanner lentement, balayant de gauche à droite, cherchant du mouvement. Au début, il ne vit rien. Végétation statique, gris-vert, rocher. Puis il vit une forme. Un homme à 59 mètres au sud-est, se déplaçant près du sol. La silhouette apparaissait comme une silhouette verte brillante contre le fond vert, plus sombre. Shun pouvait voir le torse de l'homme, ses bras, le fusil sur son dos. L'homme rampait vers l'avant, utilisant un fossé de drainage comme couverture. Shun observa. L'homme s'arrêta, regarda à gauche et à droite, continua à ramper. Derrière lui, 2 autres formes apparurent. 3 infiltrateurs se déplaçant en file indienne se rapprochant du périmètre américain. Shun ajusta sa prise sur la carabine. L'arme était lourde à l'avant. L'ensemble lunettes et projecteurs ajoutait un poids significatif en avant du récepteur. Il cala la crosse contre son épaule et contrôla sa respiration. La carabine M3 était à feu sélectif, semi-automatique ou entièrement automatique. Shun avait été entraîné à utiliser le semi-automatique pour les tirs de précision au-delà de 46 mètres. Il plaça le réticule vert sur le centre de masse de l'infiltrateur de tête. L'homme était à 58 mètres, rampant encore. Shun pressa la gâchette. La carabine tira. L'éclair de bouche était minimal, supprimé par un cache-flamme conique. Le son était sec mais pas fort, étouffé par la végétation tropicale. L'infiltrateur de tête sursauta, s'effondra. Le deuxième homme se figea. Shun actionna la gâchette encore. La carabine tira. Le deuxième homme tomba. Le troisième homme commença à se lever, essayant de battre en retraite. Shun tira une 3e fois. L'homme tomba en arrière dans le fossé de drainage. 3 tirs, 3 morts. Tout l'engagement dura 9 secondes. Shun scanna la zone à travers la lunette, cherchant des cibles supplémentaires. Il ne vit rien. Le fossé de drainage était vide. Les 3 corps gisaient immobiles. Shun garda la lunette active, continua à observer. Son rythme cardiaque était élevé, mais ses mains étaient stables. C'était différent de l'entraînement au champ de tir. Les cibles avaient riposté. À 0h17, Shun entendit des voix japonaises, basses et urgentes, venant de la ligne d'arbres, à 73 mètres au sud. Il scanna avec la lunette, trouva 4 hommes accroupis derrière un arbre tombé, parlant. Ils regardèrent vers le fossé de drainage où les 3 infiltrateurs étaient morts. L'un d'eux pointa, un autre secoua la tête. Ils essayaient de comprendre ce qui s'était passé. Leurs camarades avaient été tués par un ennemi qu'ils ne pouvaient voir. Pas d'éclair de bouche, pas de balles traceuses, juste 3 hommes morts dans l'obscurité. Shun observa. Il pouvait les entendre parler, mais ne pouvait comprendre les mots. Les 4 hommes commencèrent à se déplacer, non vers la ligne américaine, parallèlement à elle, se dirigeant vers l'ouest, utilisant la ligne d'arbres comme couverture. Ils se repositionnaient, cherchant une approche différente. Shun les suivit à travers la lunette. Le champ de vision étroit le forçait à faire un panoramique lentement, gardant les formes vertes centrées. À 73 mètres, ils étaient à la limite de sa portée efficace. Il les laissa bouger.
Ils disparurent dans une végétation plus épaisse. Shun désactiva la lunette pour économiser la batterie. Les instructeurs l'avaient averti, 20 à 30 minutes d'utilisation continue. Puis la batterie aurait besoin d'être changée. Il utilisait la lunette depuis 26 minutes. Il l'éteignit, attendit dans l'obscurité. 5 minutes plus tard, il entendit du mouvement encore à l'ouest de sa position, 50 mètres plus près. Il activa la lunette. La batterie bourdonna. Il scanna à gauche, trouva 2 formes près du sol, se déplaçant dans les hautes herbes. Les mêmes 4 hommes s'étaient divisés en 2 paires. Ces 2 tentèrent une approche de flanc. Shun visa l'homme de tête, tira. L'homme s'effondra. Le deuxième homme roula sur le côté, essayant de trouver une couverture. Shun suivit le mouvement. Tira encore. L'homme arrêta de bouger. 2 morts de plus. Shun éteignit la lunette. Son indicateur de batterie montrait 40% de charge restante. Pas assez pour un autre engagement soutenu. Il tendit la main derrière lui et tira un bloc de batterie frais de son sac. Le changement de batterie nécessitait 15 secondes. Débrancher le câble de l'ancien bloc. Connecter au nouveau bloc. Sécuriser le nouveau bloc dans son dos. Il garda les yeux sur l'obscurité pendant que ses mains travaillaient au taux touché. À 0h34, la batterie était changée. Shun réactiva la lunette et reprit le scanning. Les Japonais s'adaptèrent après les premiers engagements. Ils arrêtèrent d'utiliser les fossés de drainage et les lignes d'arbres comme route d'approche. Ils commencèrent à se déplacer à travers le terrain le plus difficile, les zones épaisses de végétation et d'affleurement de corail, où le champ de vision étroit de la lunette M3 devenait un handicap. Shun apprit à compenser en se positionnant à des pointes élevées, avec des champs de tir qui se chevauchèrent. Dans la nuit du 2 avril, il se déplaça vers une position sur une petite élévation à 37 mètres derrière la ligne défensive principale. La position offrait une meilleure visibilité des routes d'approche et lui permettait de couvrir plusieurs secteurs. À 1h43, il détecta du mouvement à 62 mètres au sud-sud-est. Un seul infiltrateur se déplaçant lentement à travers des broussailles épaisses. Shun observa. L'homme s'arrêtait tous les quelques mètres, écoutant, regardant. Il était prudent, expérimenté. Il atteignit une clairière de 3 mètres et demi de large, s'arrêta au bord, scanna la zone. Puis il entra dans la clairière et courut vite, tête baissée, minimisant le temps d'exposition. Shun anticipa le mouvement, tira. L'homme tomba en pleine course. Mais alors que Shun scannait pour des cibles supplémentaires, il vit quelque chose qui le fit s'arrêter. 3 autres formes, à 78 mètres, se dirigeant vers la même clairière. Ils avaient suivi le premier homme, l'utilisant comme éclaireur. Si l'éclaireur traversait la clairière sans être abattu, les autres suivraient. L'éclaireur n'y était pas arrivé. Les 3 hommes s'arrêtèrent à la ligne d'arbres. L'un d'eux fit un signal. Ils changèrent de direction, se dirigeant vers l'est, abandonnant l'approche par la clairière. Shun les regarda disparaître dans la végétation. Les Japonais apprenaient que certaines routes étaient compromises. Ils apprenaient qu'un ennemi invisible observait, tirait, tuait dans l'obscurité. À 3h12, la lunette de Shun dysfonctionna. Il scannait continuellement depuis 18 minutes, quand l'image à l'intérieur de la lunette commença à scintiller. Statique verte, puis obscurité, puis statique verte encore. Le projecteur infrarouge surchauffait. L'humidité tropicale et l'utilisation soutenue avaient creusé de la condensation à l'intérieur de l'unité scellée. Shun éteignit le système, attendit 2 minutes que le projecteur refroidisse, réactiva. L'image revint stable. Il reprit le scanning. C'était la vulnérabilité principale du système. Les composants étaient insensibles à la température et à l'humidité. Le bloc de batterie générait une chaleur significative pendant le fonctionnement. Cette chaleur combinée à la température ambiante de 26 degrés Celsius et 85% d'humidité créait de la condensation. Les instructeurs l'avaient averti. Ils avaient dit que le système était capricieux. Ils avaient dit qu'il nécessitait une surveillance constante. Shun avait appris à faire fonctionner le système par cycle marche et arrêt en utilisant de courtes rafales d'observation pour minimiser l'accumulation de chaleur. À 4h01, il détecta un groupe plus large, 7 hommes à 67 mètres, au sud-ouest se déplaçant en formation de colonne lâche. C'était différent. Les infiltrateurs précédents s'étaient déplacés par paires ou petits groupes. Cet homme suggérait une poussée plus agressive. Shun observa. Le groupe s'arrêta, forma une ligne, commença à avancer vers le périmètre américain. Ils étaient à 64 mètres, puis 59, puis 55. Shun devait décider.
Engager maintenant et révéler sa position, ou attendre qu'il soit plus près et risquer qu'ils entrent dans sa portée efficace. Il décida d'engager. Il visa l'homme du centre dans la ligne. Tira. L'homme tomba. Les autres se dispersèrent, plongeant pour se mettre à couvert. Shun changea de visée, tira sur un deuxième homme. Touché. Les 5 restants commencèrent à tirer aveuglément vers la ligne américaine. Leurs fusils craquèrent dans l'obscurité. Les éclairs de Bush éclairèrent la nuit en brèves rafales jaunes. Mais ils tiraient à la mauvaise position. Ils visaient la ligne défensive principale, à 37 mètres devant la position élevée de Chun. Shun suivit les éclairs de Bush à travers la lunette. Chaque éclair illuminait la position du tireur pendant une fraction de seconde. Il visa l'éclair le plus proche, attendit que le tireur tire encore. Le fusil craqua. Shun vit la forme verte derrière l'éclair, tira. La forme s'effondra. Il répéta le processus. Attendre l'éclair de Bush. Suivre la forme. Tirer. 4 morts de plus en 23 secondes. Le tir japonais s'arrêta. Silence. Shun scanna la zone, ne vit aucun mouvement. 7 infiltrateurs morts. 0 pertes américaines dans son secteur. À l'aube du 3 avril, la nouvelle de l'efficacité de la carabine M3 s'était répandue dans la 96e division d'infanterie. D'autres opérateurs rapportèrent des résultats similaires. Le soldat Eugene Wilson avait tué 6 infiltrateurs dans un seul engagement près de Tombstone Ridge. Le caporal James Arkley avait détecté un groupe d'infiltration de 12 hommes à 69 mètres et dirigé le tir de mitrailleuse pour les éliminer avant qu'ils atteignent le périmètre. Les 150 opérateurs M3 fonctionnaient comme multiplicateurs de force. Ils pouvaient voir l'ennemi dans l'obscurité totale. Ils pouvaient engager à des portées où l'ennemi croyait être invisible. Ils pouvaient demander un tir de soutien avec des coordonnées précises. L'impact sur les tactiques japonaises fut immédiat et mesurable. Dans la nuit du 3 au 4 avril, les tentatives d'infiltration japonaises dans les secteurs couverts par les opérateurs M3 diminuèrent de 62% par rapport à la nuit précédente. L'ennemi apprenait que certaines zones étaient mortelles. Après la tombée de la nuit, ils apprenaient par cette idée que les Américains avaient développé une capacité qui annulait l'avantage du mouvement nocturne. Les commandants japonais commencèrent à émettre de nouveaux ordres. Les infiltrateurs furent priés d'éviter les approches ouvertes. On leur dit de se déplacer plus lentement, d'utiliser chaque morceau de couverture disponible, de supposer qu'ils étaient observés même dans l'obscurité totale. Certaines unités commencèrent à conduire des infiltrations pendant les périodes de pluie ou de brouillard, quand la visibilité était réduite pour toutes les parties. Mais le système M3 fonctionnait encore dans ces conditions, bien qu'à portée réduite. Si cette histoire vous accroche comme elle nous a accrochés, appuyez sur ce bouton j'aime. Cela dit à YouTube de partager cela avec les gens qui ont besoin de l'entendre et abonnez-vous pour ne pas rater ce qui arrive ensuite. Retour à Shun. Le 5 avril, Chun rencontra la limitation la plus significative du système. Il était positionné sur l'approche ouest de la crête de Kakazu, couvrant un secteur de 120 degrés avec un autre opérateur M3 à 73 mètres à sa droite. À 2h28, un brouillard épais arriva de la côte. La visibilité tomba à moins de 18 mètres à l'œil nu. Chun activa sa lunette et scanna. Le système infrarouge pouvait pénétrer le brouillard mieux que la lumière visible, mais la portée efficace fut coupée de moitié. Il pouvait voir des formes à 32 mètres, peut-être 37, mais au-delà, l'image se dégradait en statique grise. À 2h41, il détecta du mouvement au bord de sa portée de visibilité réduite. Formes multiples, au moins 10, possiblement plus. Ils avançaient à travers le brouillard en ligne de tirailleurs. Shun tira sur la forme la plus proche, toucha, les autres continuèrent d'avancer. Ils avaient réalisé que le brouillard fournissait une protection. Shun tira encore, actionna la gâchette, tira répétitivement. Il toucha 3 cibles de plus, mais les infiltrateurs restants se rapprochaient rapidement. À 23 mètres, ils étaient à l'intérieur de sa portée d'engagement optimale, mais avançaient encore. Shun bascula la carabine en entièrement automatique. La carabine M3 pouvait tirer 750 coups par minute en entièrement automatique. Il tira une rafale soutenue dans la ligne qui avançait. La carabine vida son chargeur de 15 coups en moins de 2 secondes. Il laissa tomber le chargeur vide, en chargea un frais, tira une autre rafale. Les infiltrateurs qui avançaient rompirent et se dispersèrent. Certains battirent en retraite dans le brouillard. Certains se couchèrent. Chun scanna avec la lunette, trouva 2 formes qui rampaient. Les laissa partir.
Il avait arrêté l'avance, mais l'engagement lui avait coûté 29 cartouches et avait presque épuisé sa deuxième batterie. Le brouillard se leva à 3h47. Sean compta 7 corps japonais dans la zone qu'il avait engagée. 3 autres furent trouvés à 15 yards du périmètre américain. Les infiltrateurs s'étaient approchés plus près que tout groupe précédent dans son secteur. Les Japonais changèrent encore de tactique. Le 7 avril, les groupes d'infiltration commencèrent à porter des lampes de poche, non pas pour éclairer leurs propres mouvements, mais pour aveugler les opérateurs de M3. À 1h56, Sean balayait son secteur quand une lumière blanche brillante jaillit soudainement à 60 yards devant lui. La lumière était pointée directement vers sa position. L'intensité submergea le tube convertisseur d'image de la lunette M3. La vue de Chun à travers la lunette devint complètement blanche. Il arrêta le système, regarda à l'œil nu, vit les faisceaux de lampes de poche balayés d'avant en arrière, cherchant des cibles. La tactique était intelligente. Les Japonais avaient réalisé que les Américains utilisaient une sorte de système optique. Ils essayaient de l'aveugler. Sean saisit une grenade à fragmentation de sa ceinture, retira la goupille. La grenade traversa l'obscurité en arc et détonna à 12 pieds de la position de la lampe de poche. La lumière s'éteignit. Sean attendit 10 secondes que le tube d'image de sa lunette se remette, puis réactiva le système, balaya la zone, trouva un corps près de la lampe de poche, trouva 2 autres formes de battants en retraite vers l'est. Il en suivit une, tira, la forme s'effondra. La seconde forme disparut dans la végétation. La tactique de la lampe de poche avait été partiellement efficace. Elle avait temporairement aveuglé la lunette M3 et forcé Sean à utiliser des méthodes alternatives. Mais la tactique révéla aussi la position de l'infiltrateur et en fit des cibles pour les grenades et le tir conventionnel. Le 8 avril, les 150 opérateurs de carabine M3 de la 96e division d'infanterie avaient été en combat nocturne continu pendant 7 jours. L'impact cumulatif fut documenté dans le rapport d'après-action de la division. Pendant la période du 1er avril au 7 avril, la 96e division d'infanterie enregistra 412 pertes japonaises confirmées causées par des tirs de fusil et de carabine pendant les opérations nocturnes. De ces 412 pertes, 127 furent attribuées aux opérateurs de carabine M3. Les opérateurs M3 représentaient approximativement 3% de la force d'infanterie de la division, mais comptez-y pour 31% des pertes japonaises par tir d'armes légères pendant les engagements nocturnes. Le rapport nota que les secteurs couverts par les opérateurs M3 subirent 94% moins de pertes américaines d'attaques d'infiltration comparé au secteur sans couverture M3. Le système d'armes fonctionnait comme prévu. Il fournissait aux forces américaines la capacité de voir et d'engager l'ennemi dans l'obscurité totale à des portées de combat efficaces. Les Japonais ne pouvaient pas le contrer. Ils ne pouvaient pas voir la lumière infrarouge. Ils ne pouvaient pas identifier quelles positions américaines avaient des systèmes M3. Ils ne pouvaient pas développer de contre-mesures efficaces parce qu'ils ne comprenaient pas la technologie à laquelle ils faisaient face. Le 12 avril, les commandants japonais émirent de nouveaux ordres. Un document de renseignement capturé plus tard ce mois-là révéla la directive. Les opérations de surface nocturne seront limitées aux positions défensives finales seulement. Les opérations d'infiltration seront menées seulement pendant les périodes de mauvais temps ou de visibilité limitée. Toutes les unités prioriseront les positions défensives dans les grottes et complexes souterrains où l'observation ennemie est impossible. La directive mit effectivement fin aux tactiques d'infiltration nocturne japonaises à grande échelle sur Okinawa. La capacité de vision nocturne américaine avait forcé un changement doctrinal. Les forces japonaises se retirèrent dans les vastes systèmes de grottes à travers l'île. Elles combattirent depuis des positions cachées pendant les heures de jour. Elles abandonnèrent les attaques nocturnes qui avaient été efficaces à Guadalcanal, Saipan et Iwo Jima. La carabine M3 et ses 150 opérateurs avaient changé l'équation tactique. Ils avaient rendu le mouvement nocturne mortel pour l'ennemi. Ils avaient protégé le périmètre américain pendant les heures les plus vulnérables. Ils avaient sauvé un nombre estimé de 200 à 300 vies américaines pendant la première semaine de la campagne d'Okinawa en empêchant les infiltrateurs d'atteindre les positions défensives. Sean continua les opérations jusqu'en mai.
Le système M3 fut utilisé moins fréquemment alors que les opérations nocturnes japonaises diminuaient, mais il resta efficace quand les infiltrateurs tentaient effectivement des mouvements après la tombée de la nuit. Le 23 mai, Chun opérait près du château de Shuri quand il détecta 3 infiltrateurs tentant d'approcher un poste de commandement américain à 3h12. Il engagea à 69 yards, 3 coups, 3 morts. Ce fut son dernier engagement confirmé avec la carabine M3. La bataille d'Okinawa se termina le 22 juin 1945. La 96e division d'infanterie subit 6548 pertes pendant la campagne de 82 jours. Le rapport d'après-action de la division crédita le programme de carabine M3 d'avoir significativement réduit les pertes pendant les opérations nocturnes et forcé des ajustements tactiques japonais qui limitèrent leurs options offensives. Le programme de carabine M3 s'étendit après Okinawa. L'armée américaine avait prévu de fabriquer 20 000 systèmes complets pour utilisation dans l'invasion planifiée du Japon continental. Les systèmes auraient été distribués à toutes les divisions d'infanterie. Des programmes d'entraînement furent établis dans des bases aux Philippines et à Okinawa. Mais le 15 août 1945, le Japon se rendit. L'invasion fut annulée. Les 20 000 carabines M3 ne furent jamais produites. La technologie développée pour le M3 devint la fondation des futurs systèmes de vision nocturne. Pendant la guerre de Corée, l'armée déploya le successeur de la carabine M3, le M3A1, avec une portée et une fiabilité améliorées. Pendant le Vietnam, la lunette A-Pomsa PVS-2 Starlight utilisait la technologie infrarouge passive dérivée du système infrarouge actif du M3. Les dispositifs modernes de vision nocturne utilisés par les forces américaines en Irak et en Afghanistan tracent leur lignée directement au système expérimental que le soldat de première classe Robert Chun opérait en avril 1945 à Okinawa. Le destin de Chun après Okinawa n'est pas documenté dans les archives militaires disponibles. Son nom n'apparaît dans aucune recommandation officielle, aucune citation de médaille, aucune interview d'après-guerre. Il était l'un des 150 hommes qui opéraient un système d'armes classifié pendant les derniers 6 mois de la Seconde Guerre mondiale. La technologie était si secrète que les opérateurs étaient interdits d'en discuter avec d'autres soldats. Après la guerre, la plupart des carabines M3 furent détruites. L'armée les découpa avec des chalumeaux pour empêcher que la technologie soit capturée ou étudiée par des adversaires potentiels. Très peu de carabines M3 originales survécurent. Celles qui le firent sont détenues dans des musées militaires, souvent avec une documentation incomplète sur les hommes qui les utilisèrent au combat. Chun apparaît dans les analyses historiques modernes comme un seul nom, un soldat de première classe dans la 96e division d'infanterie qui démontra l'efficacité du système M3 pendant la première semaine d'Okinawa. Son origine avant la guerre est inconnue. Son service après Okinawa est inconnu. S'il survécut à la guerre ou il vécut après, quand il mourut, tout inconnu. Il existe dans les archives historiques comme un nom attaché à un système d'armes. Un soldat qui voyait dans l'obscurité quand d'autres ne le pouvaient pas, qui tua des infiltrateurs ennemis à 70 yards dans l'obscurité complète. Qui aida à changer la façon dont les armées modernes combattent la nuit. Les hommes qui opéraient dans la carabine M3 à Okinawa n'étaient pas des héros au sens traditionnel. Ils ne chargèrent pas des nids de mitrailleuses. Ils ne capturèrent pas d'objectifs stratégiques. Ils ne gagnèrent pas de médailles pour bravoure. Ils s'assirent dans des trous de renard pendant les heures les plus sombres, regardant des formes vertes se déplacer dans la nuit, pressant des gâchettes quand les formes s'approchaient trop près. Ils changèrent les batteries quand l'énergie baissait. Ils nettoyèrent la condensation des lunettes. Ils rapportèrent les contacts et coordonnées au poste de commandement. Ils empêchèrent les infiltrateurs d'atteindre les positions américaines. Ils sauvèrent des vies en prenant des vies à des distances où l'ennemi croyait être invisible. Le travail était technique, méthodique, sans gloire. Il était aussi brutalement efficace. En 7 jours, 150 hommes avec des armes expérimentales tuèrent 127 soldats ennemis, forcèrent un changement doctrinal dans les tactiques nocturnes japonaises et démontrèrent que la technologie pouvait surmonter le plus ancien avantage tactique dans la guerre, l'obscurité. La carabine M3 est rappelée aujourd'hui principalement par les historiens militaires et collectionneurs d'armes à feu. L'impact du système sur la doctrine de combat nocturne est étudié dans les académies militaires.
L'évolution de la technologie vers les systèmes modernes de vision nocturne est documentée dans des articles techniques. Mais les opérateurs individuels, des hommes comme Robert John, restent largement anonymes. Ils opéraient un système d'armes si secret qu'ils ne pouvaient pas en discuter. Ils obtinrent des résultats si significatifs qu'ils changèrent les tactiques ennemies. Ils sauvèrent des vies qui ne furent jamais comptées, parce que ces vies étaient définies par des attaques qui n'eurent jamais lieu. Des infiltrations qui n'atteignirent jamais les lignes américaines, des pertes qui n'eurent jamais lieu. Shun et les autres opérateurs M3 à Okinawa combattirent une guerre que l'ennemi ne pouvait pas voir. Ils la gagnèrent dans l'obscurité, une forme verte à la fois, à 70 yards de distance, avec une batterie de voiture sur le dos et une lunette qui transformait la nuit en jour. Les Japonais appelaient cela impossible. Le commandement américain appelait cela expérimental. Les 150 hommes qui portèrent ces carabines de 28 livres à travers les nuits tropicales d'Okinawa appelaient cela survie. Si vous croyez que des hommes comme Robert Shun méritent plus que le silence, laissez un commentaire. Dites-nous d'où vous regardez. États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie, n'importe où. Notre communauté s'étend sur le globe et vous faites partie de maintenir ces histoires oubliées vivantes. Appuyez sur s'abonner et activez les notifications. Nous ramenons ces histoires des archives chaque jour. De vraies personnes, du vrai courage, un vrai impact. Merci de vous assurer que des soldats comme Chun ne soient pas perdus dans